C'est parti, allons-y. Déjà, bonjour tout le monde. Je vais mettre mon micro, c'est parti. C'est émouvant. Est-ce que là, c'est bon? C'est parfait. Du coup, bonjour. Je vais commencer par un petit moment de auto-promotion, parce qu'il faut quand même que je trouve une manière de le dire. Du 10 au 17 décembre, ici même, dans cette salle, nous jouerons avec du coup, toutes les personnes qui sont là, quasiment, une pièce qui s'appelle Les Toits Bossus. Donc voilà, vous êtes bien entendu conviés, et vous avez même un code promotion. Mais c'est ça, voilà. Et donc voilà, il faut bossu. Alors, c'est une très bonne pièce. Enfin, moi, je vous invite. alors, est-ce que tout le monde a une espèce de guide comme ça? Il y a des personnes qui n'étaient pas là à la première séance. Donc du coup, il y en a plus en plus. Mais ouais, voilà, mais on l'enverra par email. Du coup, en fait, pour chaque séance, j'essaye. De quoi? Ah non, pardon. Pour chaque séance, j'essaye de faire une espèce de résumé avec plein de citations, parce que j'aime beaucoup les citations, donc il y a plein de citations, il y a la structure de tout ce que je vais dire, à peu près. Les séances suivent un peu, donc je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu assister à la première séance, il y a des raccourcis qui vont vous paraître un peu violents, mais il faut continuer, et voilà, c'est la vie. Mais sinon, donc du coup, voilà, je vous invite à consulter un peu cette espèce de guide que j'essaye de faire et de rendre le plus lisible possible. Toutes les séances se déroulent de la même manière. Elles sont en deux parties. Il y a une partie qui est un peu théorique, c'est moi qui parle, et il y a une partie qui est pratique. Ça prend la forme d'exercice d'écriture. On va essayer d'écrire de plus en plus. Qui amorce ensuite une discussion sur le spectacle qu'il faut avoir vu du coup pour la séance. Donc il y a 6 séances, 6 spectacles à voir. Et pour cette séance, c'est Bande d'Animal Architecte. Voilà. C'est un peu le seul truc un peu clair. Ça va, il n'y a pas de... tout le monde a pu voir Bande à peu près? Coussi coussa? Non? Mais c'est pas très grave. Mais du coup, c'est vrai que ça enlève quand même un peu d'intérêt au séminaire. C'est-à-dire que ce serait bien de le rendre un peu obligatoire pour qu'on puisse discuter. Quand vous avez vu la dernière séminaire, bon voilà. C'est parti. La séance d'aujourd'hui, la dernière fois, on avait fait les pouvoirs de la fable. Là, cette fois-ci, on va s'intéresser à la fable et l'histoire avec un grand H. On va s'intéresser à les différentes manières de faire entrer sur un plateau de théâtre l'histoire. Je pense que pour les personnes qui ont vu Bande, vous voyez le lien de manière assez simple. En fait, là, l'histoire, on va pas définir l'histoire de mille et une manières, on va simplement se dire que c'est à la fois le passé commun, d'accord, donc l'histoire comme discipline, comme science sociale, et en même temps l'actualité politique, sociale, d'accord, donc ça va désigner à peu près les deux. On va commencer par 2 citations qui vont un peu nous guider. Il y en a une de Bertolt Brecht que j'ai mise ici, qu'on va essayer de comprendre ensemble, qui est un peu énigmatique. C'est une citation qui a été reformulée par Heiner Müller et qui dit « Le fait de continuer, la continuité engendre la destruction ». Donc on va essayer de la comprendre. Moi, je vais vous donner un peu des petites interprétations, mais ça fait partie des citations qui, moi, m'ont peut-être le plus obsédé, en fait. Donc du coup, que j'essaye à chaque fois de comprendre et sur laquelle je reviens assez souvent. La deuxième citation, c'est plus un clin d'œil par rapport à la première séance, et parce que c'est une citation qui fait du bien aussi. La supériorité morale du communisme tient au fait qu'il n'a pas d'espoir pour l'individu. Ça renvoyait, donc ça c'est aussi une citation de Heiner Müller, et ça renvoyait à ce qu'on avait dit dans la première séance. Je ne sais pas si vous vous en voyez, si vous vous en rappelez, mais c'était l'idée
l'espoir ne peut pas être individuel, l'espoir ne peut être que collectif, et avec la méfiance sur la figure du héros, etc. Donc voilà, c'était une manière un peu de continuer cette réflexion. Je vais vous présenter 5 exemples concrets de manières de faire entrer l'histoire sur un plateau de théâtre. Il y a 2 exemples qui sont positifs, c'est des exemples qui moi m'intéressent et qui m'influencent, et il y a 3 exemples qui sont présentés un peu comme des exemples négatifs aux yeux de Müller et de Brecht. D'accord ? Ça va être une partie qui va être un peu dure, là, la partie théorique, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire là je comprends pas, allez moins vite et compagnie, quoi. Ouais, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Donc le premier exemple, c'est une mise en scène, une vieille mise en scène d'un metteur en scène italien qui s'appelle Strehler. De toute façon, c'est écrit dessus. Et le spectacle s'appelle El Nost Milan. Donc c'est un spectacle qui s'est joué notamment au Théâtre des Nations, donc à l'Odéon, en juillet 1962. Je ne vais pas m'attarder sur l'auteur de cette pièce, c'est vraiment pas important. Son nom c'est Bertolazzi, mais on s'en fiche. Parce que c'est pas un auteur qui est très connu et qui est, même aux yeux de Strehler, est un peu considéré comme un peu médiocre. Mais par contre, Strehler, je peux dire un peu en 2 mots qui c'est, parce que ça, je pense que c'est un peu plus important. Donc c'est un metteur en scène du coup italien, un peu un des grands noms de la mise en scène européenne dans la seconde moitié du XXe siècle, et il crée ce qui est assez connu, qui est une troupe de Milan. Bonjour. Qui s'appelle le Piccolo Teatro en 1947. Et là où nous, ça nous intéresse, c'est qu'il a aidé à la propagation de l'œuvre de Brecht dans les années 60 et 70. Il a mis en scène énormément de pièces de Brecht. Il est connu aussi en France parce qu'en 1983, il est nommé par Jack Lang à la direction du Théâtre de l'Odéon. Donc voilà, donc c'est un peu un des grands noms de la mise en scène européenne. C'est un peu à ses côtés aussi qu'ont été formés d'autres noms de la mise en scène, notamment en Allemagne, notamment Langhoff et Gruber, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, il a fait un spectacle notamment, donc qui s'appelle El Nost Milan, et qu'un homme a vu. Cet homme, c'est Louis Althusser. Donc c'est un philosophe français, Althusser. Est-ce que vous voyez un peu qui est Althusser ou pas du tout ? C'est un professeur de philosophie de la rue d'Ulm, c'est un philosophe. Il a très très peu écrit sur le théâtre, il a écrit juste un texte que j'ai mis dans la bibliographie. Donc vous voyez, c'est à la fin là. Un texte qui est excessivement important parce qu'il a, en quelque sorte, c'est un texte qui a influencé beaucoup de monde et qui s'appelle le Piccolo, Bertolazzi et Brecht, notes sur un théâtre matérialiste. Et en fait, c'est simplement une espèce de critique qu'il a faite de la mise en scène de Strehler en 1962. D'accord ? On sait très peu de choses sur ce spectacle, si ce n'est qu'il a fait un peu créer un brouhaha énorme en fait au moment de sa réception, mais on a des descriptions assez détaillées. Donc je vais essayer de vous décrire un peu le spectacle pour qu'on puisse le comprendre et voir quel intérêt il a pour nous. En fait, ce spectacle il se divise en 2 parties. Il y a 2 temporalités. La première temporalité, c'est la temporalité qu'on va appeler du mélodrame. Alors, ça, c'est extrêmement simple. C'est l'histoire de Bertolazzi, là, l'auteur un peu pourri. Là. Il a fait un mélodrame bourgeois, mais comme à l'époque, il y en avait des milliers et des milliers. C'est-à-dire, c'est un mélodrame, donc du coup, c'est des problèmes interpersonnels rattachés à des questions d'héritage, de mari, de tromperie, de famille, etc. etc. Là, l'histoire de El Nost Milan, c'est l'histoire d'une jeune fille, Nina, qui tombe amoureuse d'un clown. Pardon. C'est-à-dire donc du coup de quelqu'un qui, du point de vue de sa famille et de sa classe sociale, est vraiment c'était bon, vous avez compris. Son père évidemment n'est pas content, il tue l'amant, donc du coup le clown, et il prend sa fille et il la met dans un couvent. La fille finit par pardonner et puis en même temps elle dit bah oui mais bon t'as un peu abusé en tuant mon amant. Le père donc dit ok je suis désolé, c'est la réconciliation, etc.
Ça finit comme ça, c'est magnifique. Mais ce mélodrame n'est pas tout seul. Donc ça, c'est ce qui est raconté pour le public sur le spectacle. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était quelque chose de très courant, ce mélodrame, hein. Il n'y en a plus du tout maintenant aujourd'hui, ou très très peu, mais à cette époque, c'était quelque chose de très courant. Dans le spectacle de Strehler, il y a une deuxième temporalité. Donc temporalité du mélodrame, une deuxième temporalité qu'on va appeler la temporalité matérialiste. Alors c'est un gros mot, hein, je suis désolé. On va dire matérialiste ou chronique. Sur le plateau de théâtre, Strehler a représenté, ou plutôt fait exister, le sous-prolétariat du Milan de la fin du XIXe siècle, où a lieu l'intrigue du mélodrame bourgeois. Donc, il faut imaginer qu'on a d'un côté le mélodrame qui est adressé au public, qui tient compte du public, qui a une structure en 4 actes, d'accord, avec un début, un milieu, une fin et une adresse. Et sur le plateau également, des gens, une espèce de masse assez anonyme, matérialistes parce qu'ils mangent, parce qu'ils boivent, parce qu'ils crient, parce qu'il y a des accidents, parce qu'il y a des rencontres, il y a des personnes qui lisent les journaux, et ainsi de suite. Cette masse, cette temporalité, un peu, ces personnages, n'a aucune conscience du public et est profondément indifférente au mélodrame bourgeois qui se déroule. Est-ce que pour l'instant ça va, c'est assez clair, ouais. Et en fait, alors, il faut savoir qu'à l'époque, au moment où cette pièce a joué, il y a un journaliste du Figaro il y a un journaliste du Figaro qui vient, qui assiste à la pièce et qui dit c'est un désastre, c'est nul, parce qu'on n'arrive pas à comprendre le mélodrame. On n'arrive pas à comprendre ça. Les gens viennent pour voir un mélodrame. Et en fait, il y a quelque chose que fait Strehler et qui est très important, on en avait parlé un peu la dernière séance, mais il fait ce qu'on appelle un décentrement. Il faut que je l'écrive quelque part, je vais l'écrire là. Les gens qui sont venus voir le mélodrame se rendent assez vite compte que le mélodrame est très peu compréhensible. Strehler gomme les grandes parties, les grandes sucreries du mélodrame. La rencontre amoureuse entre le clown et Nina, ça passe quasiment à la trappe, et petit à petit, en fait, le mélodrame devient un peu une annexe. C'est-à-dire, il est marginalisé, on entend assez peu. Le crime passionnel, qui est un peu le grand truc du mélodrame du père qui tue le clown, ça apparaît même pas sur scène. On l'apprend par Nina, en décalé, etc. Ce qui fait qu'il y avait tout pour frustrer énormément le public de l'époque. En fait, l'intérêt, petit à petit, ce que nous dit Althusser, l'intérêt, c'est la manière dont le personnage de Nina, dans le spectacle de Strehler, va définir une autre temporalité, c'est beau, qui va être la temporalité qu'il va appeler dialectique. C'est là où ça se complique un peu. Le personnage de Nina, dans le spectacle de Strehler, va être le personnage qui va aider à définir une espèce de zone de frottement entre la chronique du sous-prolétariat, l'existence réelle du sous-prolétariat milanais, et du coup le mélodrame bourgeois. Prise de conscience parce que justement le personnage de Nina va petit à petit passer de l'illusion justement de la romance, l'illusion aussi en fait de cette fable, de ses valeurs, de son milieu, pour petit à petit accéder à l'histoire avec un grand H, le réel, qui en l'occurrence là était représenté par le sous-prolétariat milanais. L'intérêt, c'est que le sous-prolétariat milanais est complètement exclu du mélodrame. On l'aura bien compris. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, je ne sais pas, il faudrait donner un autre équivalent. On va trouver ensemble tout à l'heure un autre équivalent. Mais en fait, il faut imaginer que le sous-prolétariat, là, constitue une masse anonyme de personnes qui se trouvent à la porte de tous les drames qui se jouent sur le théâtre.
C'est-à-dire qu'il ne se retrouve absolument dans aucune des histoires qui s'y déroulent. Et donc, en fait, la manière en fait, de le représenter sur le plateau avec un mélodrame bourgeois dans un théâtre, etc., il y a quelque chose de l'ordre du sabotage et de la prise de conscience qui, petit à petit, va déconstruire le mélodrame bourgeois. Et donc, du coup, remettre un peu en question la réception et le goût du public pour ce genre d'histoire. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais? C'est-à-dire que le personnage, c'est pour ça en fait, dialectique ici là est véritablement un synonyme de la prise de conscience. C'est-à-dire que le changement en fait, hein, on revient toujours à la même question, mais le changement qui a lieu sur le plateau, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire c'est le moment où le personnage de Nina va passer de l'illusion, des fantasmes, à la réalité. Alors, une petite citation. Donc ça c'est Althusser hein, qui parle. Donc en parlant du spectacle, c'est l'explication du monde sans illusion, donc le monde sans illusion, c'est la représentation ici, hein, avec les misérables illusions du cœur. C'est l'explication du monde réel avec le monde mélodramatique. La prise de conscience dramatique qui jette au néant les mythes mélodramatiques. Je ne crois pas que nous ayons affaire ici à un mélodrame plaqué sur une chronique de la vie populaire à Milan en 1890. Nous avons affaire à une conscience mélodramatique critiquée par une existence, l'existence du sous-prolétariat milanais. Alors, dans cet exemple, on voit une manière de faire entrer l'histoire sur un plateau de théâtre avec une utilité, celle de remettre en question nos manières de voir et nos goûts pour les histoires. C'est-à-dire qu'une des manières ici, là, hein, une des utilités de la fable, parce que c'est un peu le nom un peu du séminaire, une des utilités de la fable, là, en l'occurrence, et de ce spectacle, c'est véritablement de critiquer notre manière de voir, c'est-à-dire de voir que nos goûts, nos drames, nos conflits, petit à petit, sont construits et peuvent être remis en question par l'existence, en l'occurrence, de personnes qui en sont exclues. C'est ça, véritablement, l'espèce de tournant, en quelque sorte, qu'il faut prendre. Sur l'idée de décentrement, je pense que vous avez bien compris. C'est-à-dire que nous passons, en fait, d'un conflit qu'on pense complètement inclus dans le mélodrame bourgeois, qui petit à petit, en fait, le véritable drame vient de la prise de conscience, en fait, de la prise de conscience de Nina, que sa vie, ses valeurs, etc., ne sont en réalité que des illusions. Ouais. Ça a l'air chouette comme spectacle, non? Ça, c'était l'exemple numéro 1. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Ça, c'est ce que Althusser appelle le théâtre matérialiste. D'accord ? Donc théâtre matérialiste, pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté une existence réelle, constituée de personnes qui se trouvent exclues de la majorité des récits, qui déconstruisent par leur seule présence les récits d'une classe sociale où le public ne demande qu'à s'engouffrer. Il faut bien voir que si on enlève ça, là, si on enlève toute cette partie-là, on peut n'avoir que le mélodrame bourgeois et le public en fait s'engouffre dedans, sans aucune manière en fait de critiquer sa manière de voir, ses goûts, ses attentes. Ouais. Je vais faire une toute petite parenthèse là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu des mises en scène de Feydeau ou de Labiche. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une relecture qui s'est faite à la fin du XXe siècle de ces auteurs qui sont des auteurs du coup de la fin du XIXe et qui ont dit de leur œuvre que c'était aussi une manière de critiquer la bourgeoisie. Donc il y a des pièces de Feydeau et de Labiche qui, en réalité, c'est vrai, sont des mélodrames et ne représentent que cette partie. Critique dans le mélodrame la bourgeoisie et ses valeurs, c'est-à-dire donc du coup montre que en réalité que c'est une classe sociale qui vit complètement coupée de la réalité, des réels enjeux et vit des drames là où il n'y a que des tout petits conflits interpersonnels qui ne concernent que des questions d'héritage, quoi, en gros. Il faut savoir que pour Althusser, pour Strehler et pour Brecht, ça c'est impossible et ça même c'est
c'est assez suicidaire. C'est quelque chose sur lequel on va un peu revenir, mais une forme qui n'a aucune positivité, c'est-à-dire qui n'est là que pour se moquer elle-même et montrer en gros le néant sur lequel on est un peu tous assis, est quelque chose qui, selon eux, est profondément dangereux parce qu'il n'y a pas de positivité dedans, il n'y a pas de constructivité, il n'y a pas de dialectique, il n'y a pas de prise de conscience. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, si on se retrouve en fait, dans une pièce de la biche où on est juste là à nous montrer qu'en réalité, toutes nos valeurs ne reposent sur rien et ne sont là que pour nous écarter le plus possible de la vie, de l'histoire, etc., des véritables enjeux, on sort de là dans quelque chose qui se rapproche du suicide. On va retrouver le thème du suicide, il faut que je l'écrive quelque part, qui est un thème dont Müller parle énormément. Mais là, on a un cas, si on a juste le mélodrame bourgeois qui critique la bourgeoisie, on a un cas d'un mouvement qu'on peut appeler suicidaire, dans ce sens-là. Voilà pour le deuxième exemple. On enchaîne ? Ça va ou pas pour ce... Ça va ? Ouais ? Vous me dites, hein, ouais. En quoi est-ce que Strehler, il a... En fait, le mélodrame de cette Ouais. il n'était pas matérialiste à la base? Non. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le mélodrame en fait, aurait tout à fait pu être mis en scène au premier degré, de manière assez sérieuse, sans aucune coexistence avec cette temporalité-là. Il faut vraiment imaginer comme si en fait, on prenait, j'en sais rien, moi, je pense que l'exemple le plus simple serait un... Vous voyez pas les pièces de Diderot? C'est horrible. Si vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est des... Ouais, non, je vais prendre un... De quoi? Des pièces essentiellement morales. Oui, complètement. Ouais, c'est vraiment des... Non, mais j'essaye de voir un équivalent. La pièce de Bertolezzi aurait tout à fait pu être jouée et reçue sans tout ça. Ça aurait pu tout à fait, en fait. Hein. Et je pense que les gens auraient pu s'émouvoir du conflit amoureux, et ensuite le crime passionnel, la relation père-fille, les problèmes d'héritage, etc. Les gens auraient pu tout à fait s'émouvoir pour ça. Ce qu'a fait Strehler, c'est qu'il a décentré le conflit. Il a pris le conflit, il l'a foutu de manière assez annexe et a mis en valeur le personnage de Nina qui, petit à petit, va critiquer et quitter l'intégralité de son monde, de ses valeurs, de son histoire, etc., pour s'intéresser et plonger dans ce que, à l'époque, était le réel. Il y a le Figaro, mais pour prendre un exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a la rencontre amoureuse. Dans le mélodrame de Bertolazzi, il y a la rencontre amoureuse. C'est un moment important. Tout le monde a envie de voir la rencontre amoureuse. Dans la mise en scène de Strehler, la rencontre amoureuse, en fait, on ne la voit pas et on ne l'entend pas. En fait, on voit simplement des silhouettes et il y a le début d'une grève, mais qui sort un peu de nulle part. Et en fait, il y a un crieur de... Et ça a foutu... il était très énervé, le journaliste de Figaro, justement parce qu'il y avait en fait quelqu'un, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui a commencé à donner l'actualité politique, qui était réellement l'actualité politique du Milan de 1890, en disant à tel moment, il y a la grève, prenons les trucs. Et donc, du coup, tu vois des personnages qui n'ont pas de prénom, qui n'ont pas de nom, et qui sont simplement là, importants, en disant non, mais non, on va pas faire la grève, et à commencer à débattre, alors qu'on a la rencontre amoureuse qui est censée se passer. Voilà, c'est ça en fait. Faut voir que c'est extrêmement violent. Quoi. Moi, il y a un truc dans cette pièce-là où il faut voir qu'à l'époque, c'est extrêmement violent. Il y a des gens qui partent, qui claquent, qui s'ennuient, etc. Ok, on enchaîne. Ouais, pardon, vas-y. Ce que tu dis sur Fredo, etc., c'est que ce qui entraîne le décentrement, c'est forcément un matériau extérieur. Ouais, c'est ça. Le décentrement, en fait, c'est vrai que j'ai pas développé, mais on pourrait... on devrait. La dialectique, là, la réflexion, la prise de conscience, ne vient que de la rencontre avec une altérité radicale, c'est-à-dire un autre que soi. Il y a des citations dedans qui sont un peu plus précises là-dessus, mais en fait, l'autre que soi de la bourgeoisie et de ce genre de mélodrame, c'est le sous-prolétarien de l'époque. Et par exemple, Brecht disait... pour que la réflexion arrive dans un intérieur bourgeois, il faudrait toujours l'arriver
d'un ouvrier, toujours à un moment. Et toujours en fait se dire qu'un ouvrier est sur le pas de la porte, derrière la maison, derrière le mur, derrière en fait le salon bourgeois, à attendre d'entrer sur le plateau. Il faudrait montrer cette attente. Il faudrait montrer en fait que ces fables excluent une grande partie des personnes et coexistent avec une autre temporalité qui là en l'occurrence et pour eux et pour l'époque en tout cas, c'était l'existence du sous-prolétariat. On va parler d'exemples plus récents tout à l'heure, avec Müller, ça va être plus clair. Mais je tenais à commencer comme ça parce que je trouve que c'est assez marrant de voir ce genre de spectacle, je trouve ça assez original. On est parti pour le grand 2, deuxième exemple, c'est parti. Non, mais j'ai pas besoin de faire ça en fait. Allez hop. Alors, tous les exemples que je vais prendre à partir de là, ils sont rattachés à la pensée d'un autre dramaturge allemand qui vient juste après Brecht et qui s'appelle Heiner Müller. Alors, je ne vais pas faire une biographie d'Heiner Müller parce qu'on n'a pas trop le temps et j'ai pas trop l'envie. Mais il faut, par contre, il y a juste un truc qu'il faut garder toujours en tête avec Müller. Donc, il est né en 29, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas intéressant. Mais après, par contre, il décide de rester en RDA. C'est-à-dire que l'intégralité de sa vie, il l'a passée en RDA, là où il s'est fait en grande partie censuré, marginalisé, critiqué, alors qu'il connaissait un succès énorme partout en Occident, notamment en France, mais pas que, même en RFA. Donc RDA, c'était la partie de l'Allemagne mise sous tutelle de l'URSS, après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un détail qu'il faut aussi avoir en tête. Il l'explique et il donne des raisons diverses. Une des raisons principales, c'est qu'il voulait vivre à un endroit où l'alternative au capitalisme était encore imaginable. Donc il faut, voilà, ça fait partie des choses où il faut trouver une manière de le garder dans sa tête. Que je pense qu'il n'y avait pas plus différent en termes d'histoire, de fables et de réflexion sur le théâtre que la RDA et l'URSS à l'époque pour un pays comme la France ou les États-Unis. Donc en fait, ça lui permet d'avoir un regard et un décalage par rapport à la production des œuvres, notamment cinématographiques, là on va en parler, qui est assez, qui par moments est assez énorme, mais qui s'explique en fait par ça. Après, je pense que vous connaissez tous et toutes des pièces de Müller. Il est assez peu monté, mais en gros, il y a Ahmet Machine, il y a Quartet, il y a Mission. Il a réécrit beaucoup des pièces de Shakespeare aussi. Il a réécrit une pièce de Brecht. C'est un auteur assez curieux. Mais je vous conseille surtout de lire ses textes et entretiens. Si ces pièces vous tombent un peu des mains, je vous conseille de lire par contre ses conversations, qui pour moi sont vraiment au-dessus de tout en termes de réflexion sur le théâtre, justement du fait de son positionnement géographique et politique. Il y a notamment, c'est sorti, ces conversations 1975-1995, c'est dans la bibliographie, c'est un assemblage de jours d'œil. Ouais, voilà, je l'ai mis, qui est sorti en 2019. Ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Et ben non, oui, c'est parti en fait. C'est bon, ça j'ai tout dit sur Heiner Müller. Il n'y a pas besoin de savoir plus, je pense pas. Il était très proche de Brecht au début. Il faut comprendre qu'il a un rapport et un dialogue avec Brecht qui est assez compliqué. C'est à la fois celui qui l'a le plus critiqué et en même temps celui qui, à mon goût, a le plus mis en avant l'actualité de Brecht. Et en quelque sorte a permis une espèce d'héritage un peu étrange de l'œuvre de Brecht. Donc c'est ça aussi qui permet, en fait, à mon avis, de rester dans la continuité. Vous verrez qu'on va croiser énormément d'idées de Brecht dans ce que je vais dire. Et notamment cette citation, en fait. Vous allez voir que, en fait, cette citation, donc c'est une citation de Brecht qui est citée en gros par Heiner Müller, et c'est Müller qui utilise Brecht pour taper sur Brecht. En gros, il montre que là, c'est le moment où Brecht était un génie. Et par exemple, l'esthétique de la discontinuité, on l'a déjà vu la dernière fois, on voit à peu près à quoi elle se rapporte, mais on avait parlé de discontinuité dans le rapport de l'actrice à son personnage, de discontinuité entre la scène et la salle, de discontinuité entre le théâtre et la rue, etc., etc.
de discontinuité à l'intérieur du public, on avait parlé, etc. Donc, en fait, cette idée est une idée vraiment de Brecht. Mais, et c'est là où le premier procès de Müller arrive, à Brecht, il y a une continuité sur laquelle Brecht n'a pas pu tout à fait lâcher prise. C'est la continuité de son intelligence. Alors, le premier procès que va faire Müller à Brecht, c'est un procès contre son intelligence. Alors là, il faut vraiment comprendre, parce que moi, je trouve que c'est un des trucs qui m'a le plus intéressé, en fait, ce procès contre l'intelligence, mais il faut que je fasse une petite parenthèse. Parce que là, en fait, si Müller critique Brecht pour son intelligence, mais c'est très compliqué, parce qu'il faudrait qu'on lise ensemble des pièces de Brecht, on n'a pas le temps, c'est chiant. Bon. Du coup, j'ai pris un autre exemple qui, pour moi, me paraît beaucoup plus clair. Müller ne supporte pas certains auteurs que moi non plus je ne supporte pas, mais que les manuels scolaires français adorent. Ce sont des auteurs qui sont, en gros, dans les années 30 en France et dans le moment de la Seconde Guerre mondiale, qu'on connaît tous beaucoup. Dedans, il y a Giraudoux, il y a Anouilh, il y a Sartre, il y a Ionesco. Et ce sont des auteurs qui ne passent pas, en quelque sorte, le procès de l'intelligence. Alors, on va essayer de comprendre, et je pense que ça va être beaucoup plus simple avec un exemple. Tout le monde voit Rhinocéros? Bon, bah, c'est parti. Alors, le procès contre l'intelligence. Rhinocéros, vous voyez, donc du coup j'en ai mis d'autres, hein, mais la guerre de Troie n'aura pas lieu aussi est un très bon exemple. Hein. Donc il faut voir qu'il y a une manière de faire entrer l'histoire avec un grand H qui est assez classique et qui démarre de manière assez brechtienne par un détour. On l'a vu la dernière fois, vous savez, c'est l'idée de la parabole. Donc on a la parabole qui est là. Donc on a l'histoire avec un grand H qui est ici, d'accord ? Et on a la parabole, le détour, la fiction. Donc, oh là là, je vais raconter la guerre de Troie n'aura pas lieu pour parler de la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Oh là là, je vais parler de Rhinocéros pour ne pas parler de l'idéologie nazie, etc. Ce qui est important dans ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, c'était que la parabole ensuite revienne. C'est-à-dire qu'on puisse toujours faire le lien entre le détour et la réalité à laquelle elle se rapporte. Ça, précisément, c'est ce que Müller ne supporte pas. Et ce que Müller va dire, c'est que les auteurs qui ne supportent pas, en réalité, qu'on puisse mal lire leurs pièces, mal comprendre leur spectacle, sont des auteurs qui font faute de trop d'intelligence. C'est-à-dire qu'ils placent leur intelligence, leur caractère un peu malin, au-dessus du spectacle. Et il faudrait, pour nous, réussir à accéder à leur intelligence. Et donc, du coup, ils sont sympas. Généralement, ils mettent des petites balises. Ils mettent des petites clés de lecture. Et ça, les manuels scolaires adorent ça. Donc, il y a des petites clés de lecture qui vont nous permettre de nous hisser petit à petit, du coup, à la grande intelligence de l'auteur. L'exemple que moi je prends, mais on peut en prendre plein d'autres, c'est Rhinocéros. Rhinocéros, bon, vous connaissez un peu l'histoire, c'est un groupe de gens, il y a plus ou moins une maladie, on ne sait pas trop ce que c'est, qui transforme les gens en rhinocéros. Ils deviennent des monstres, on leur enlève le langage, et c'est une manière, une allégorie pour représenter la propagation, en gros, de l'idéologie nazie, mais de toute idéologie totalitaire dans une population. Ouais. Ça va ou pas? Ouais. Et Rhinocéros, en fait, ne dit jamais très clairement ceci est sur l'idéologie politique, sur l'idéologie nazie, etc. Mais par contre, met des petites clés de lecture qui nous permettent de nous hisser au rang de Ionesco et donc du coup de comprendre la totalité. La totalité du projet, en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Il y a une citation de Heiner Müller qui est très intéressante là-dessus. Il dit « L'auteur est plus intelligent que l'allégorie, la métaphore plus intelligente que l'auteur ». Il y a une distinction là qui je pense, est un peu essentielle pour comprendre le procès que fait Müller à Brecht et en gros à tous ces auteurs qui pensent qu'ils peuvent être plus intelligents que leur œuvre. C'est que, par exemple, Brecht a toujours voulu maîtriser la compréhension qu'on faisait de ses pièces.
Müller va toujours défendre ce qu'il appelle une lecture bâtarde, c'est-à-dire la lecture que, en gros, on ne reconnaît pas. C'est la lecture dans laquelle on ne se reconnaît pas. Et pour Müller, pour permettre en gros de redonner à la fable et à l'image son potentiel et sa potentialité évocatrice, il faut accepter la lecture bâtarde. Donc il faut accepter que la métaphore soit plus intelligente que l'auteur. Ça va ? Dans le cas de Rhinocéros, on voit très bien comment Ionesco est plus intelligent que l'image du rhinocéros. Parce qu'en fait, c'est une allégorie, c'est-à-dire c'est un détour qui n'a aucune puissance en soi, qui n'a d'utilité même que dans son parallèle historique, dans notre capacité à nous à comprendre ce que l'auteur a voulu vraiment dire. Ouais ? Ça vous, j'ai l'impression de vous paumer. Non, ça va ? Non, c'est clair ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, du coup, Müller fait ce procès à Brecht en disant que Brecht n'a pas abandonné le projet totalisant, il n'a pas abandonné un niveau de continuité qui est peut-être le plus dangereux, qui est celui de la compréhension. C'est-à-dire que Brecht n'a pas abandonné ce mythe du projet total qui assure à ses pièces une compréhension claire, limpide et un peu uniforme de ses spectacles. Et ça, c'est un énorme problème, selon Müller. On va lire la petite citation là-dessus, qui va nous aider un peu à comprendre. Oui, non, mais si, en fait, lisons d'abord la difficulté, la citation. Donc on est dans le petit A contre l'intelligence, là. Hein. Cette légende de la difficulté de compréhension est le fait que les metteurs en scène ont toujours, donc il y a un qui en trop là, sont le fait que les metteurs en scène ont toujours présenté au public les textes comme s'ils devaient être compris. Voilà pourquoi le public les trouve difficiles. Mais si on joue blabla, ce n'est plus difficile du tout. Si les mises en scène de mes textes ont été jusqu'ici si mauvaises, si ratées, c'est parce qu'ils ont été montés avec cette volonté explicative, parce qu'ils ont été pris trop au sérieux. Il y a une chose à comprendre, là on commence un peu mieux à comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui, mais ça je pense que d'expérience de spectatrice, vous voyez très bien ce que c'est cette frustration de ne pas tout comprendre, cette frustration de se dire « il me manque quelques clés, il y a un truc que j'ai raté qui fait que je suis passé à côté du spectacle, qui fait que je n'accède pas à la totalité ». Si un spectacle donne cette impression aux spectateurs, c'est parce que la mise en scène et le texte en lui-même n'ont pas permis de donner en fait à la métaphore, n'ont pas en quelque sorte abandonné le projet un peu totalisant de faire en sorte que le public puisse accéder à la compréhension totale du geste. Donc lui, il remet la faute au metteur en scène, mais bon, il faut comprendre que toute sa vie, il l'a mis sur le dos aussi des auteurs. Donc ce sont des auteurs qui se hissent et qui se placent plus intelligents, qui placent leur intelligence plus haut en tout cas que leur œuvre. Ouais. Il clash Brecht avec Brecht. Ça, c'est sa passion numéro 1. Donc, il va montrer comment il y a un Brecht qui est génial, qui permet de taper sur les autres Brecht. C'est ce qui fait... ouais. Non, parce que là, il parle... Oui, mais alors ça, je pense que c'est un peu une... je ne sais pas comment dire, mais je pense que ce n'est pas tout à fait honnête de sa part. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que la responsabilité des problèmes de compréhension, là en l'occurrence il dit que ce sont les metteurs en scène, mais à d'autres moments il dit que ce sont les auteurs, hein, comme justement dans cette phrase où il dit qu'il y a trop d'auteurs qui se pensent plus intelligents que leur spectacle. Donc en fait, le problème est double. Mais en fait, le cœur même du problème, c'est ce projet. C'est-à-dire que c'est le projet de vouloir contrôler la compréhension du spectacle. C'est-à-dire que c'est un projet qui est totalisant, c'est un projet de continuité et c'est un projet qui montre qu'on n'accepte pas tout à fait la lecture bâtarde. Et la lecture bâtarde est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Il faut accepter que des gens aiment votre spectacle pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est très important. C'est un truc qui était insupportable pour Brecht.
Et Müller était un des premiers, en gros, à faire véritablement le procès qui est celui-là. C'est tu n'as pas à maîtriser ça. Tu n'es pas responsable. C'est pour ça que l'héritage bâtard va s'opposer à un héritage qui est reconnu en bonne et due forme, avec voilà, estampillé brechtisme assuré, quoi. Ouais. Attends, je finis juste un truc et après je te... désolé. Non, je voulais juste revenir sur un terme que là utilisé. Par contre, il y a un terme qui est proprement très brechtien. J'y pense, mais là, parce que du coup, ça saute aux yeux. Quand il dit que ces textes ont été pris trop au sérieux, il faut vraiment comprendre que le sérieux, c'est une notion de Brecht. Et vous savez qu'il s'opposait à ce qu'on avait dit la dernière fois sur le jouet A, sur le fait de ne pas toujours coller, sur le fait d'avoir une esthétique de la discontinuité. C'est pareil, c'est la même idée. Prendre un texte sérieusement, c'est le prendre au premier degré et justement croire qu'il va nous aider à faire un pont avec le public, avec un projet total, et donc du coup on le joue collé. On ne joue pas à lui. Lui, ce qu'il voulait, c'est que ces textes deviennent des matériaux, c'est-à-dire qu'on puisse... il voulait à un moment... Il n'a pas réussi, mais il voulait que ces pièces ne soient plus que chantées. À un moment, il a dit « arrêtez de les jouer, c'est plus que chanter ». Un autre... Genet aussi a fait ça, mais c'est un truc en fait, qu'il faut comprendre dans le fond, c'est que les gens prennent des textes comme devant être compris ensuite, et donc du coup comme devant être sur le plateau expliqué, donné comme objet à comprendre. Vous voyez un peu ? Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. On ne sait pas exactement ce que le public va comprendre et on ne doit pas, absolument pas rentrer dans cette discussion. On ne doit pas lui imposer quoi que ce soit, en gros. Ouais. C'est parti. Pourquoi en fait ? C'est-à-dire que j'ai bien compris pourquoi il défendait la lecture bâtarde et son projet. Ouais. Super clair. Mais est-ce qu'il a expliqué à un moment pourquoi il défendait ça ou c'était juste vraiment son fer de lance et c'est comme ça, je vous le dis et c'est tout ? Tu veux dire pourquoi c'est quoi la destruction là ? Pourquoi Müller fait le procès en intelligence contre ces auteurs-là et pourquoi en fait il considère que le fait de comprendre absolument un texte c'est une très mauvaise chose et c'est très problématique. Parce que ça va... déjà, il pense que ça va à l'encontre du projet de Brecht lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, Brecht fait une sorte de péché. En gros, il y a un truc sur lequel il n'a pas lâché, par contre, c'est de maîtriser la réception de ses pièces. De vouloir maîtriser la réception de ses pièces. Ensuite, lui, c'est juste qu'il pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Justement parce que ça génère forcément des problèmes de compréhension. Donc là, c'est quand même l'idée... En fait, l'idée, elle est assez concrète. C'est que lui, en fait, il se rend compte que si tu restes dans cette logique-là, tu vas avoir des problèmes de compréhension, tu vas exclure des gens, il va y avoir forcément des personnes qui vont se sentir, mais comme c'est une réception qui est ultra courante et très, très répandue. Le nombre de spectacles où on en sort en disant qu'on a l'impression de ne pas avoir compris ou de ne pas avoir de nos spectacles nous-mêmes. Et ça va être intéressant justement de voir... Mais c'est un truc, cette impression-là, ça a fait l'objet de quasiment tout le travail de Müller. Il s'est battu, il faut savoir que Müller, sa réputation, et je pense que vous le savez, sa réputation, c'est d'être un auteur assez obscur, avec des textes difficiles, avec des textes qui sont charnus. Attendez, petite citation. Moins un texte a d'aspérité, plus il est compréhensible, moins il dit sur le présent. En gros, lui en fait, dans l'idée du projet de continuité, évidemment, si tu mets la continuité un peu partout, tu vas rendre le truc le plus lisse possible, tu vas créer un pont entre le plateau et du coup le public, un truc extrêmement lisse, et on va voir un exemple tout à l'heure de ça. Mais de un, si tu y arrives tout à fait, c'est un peu louche. Et de deux, tu es en train de tirer une balle dans le pied du théâtre, parce que selon lui, une des grandes forces du théâtre n'est pas là. Donc on va voir vous verrez dans le dernier exemple, c'est quoi exactement le pouvoir du théâtre, qui pour lui est la tragédie, mais ça on verra après. C'est que en fait, si tu restes dans cette discussion, tu empêches le pouvoir de la métaphore, le pouvoir de l'image, de faire son travail de catastrophe naturelle, comme il dit. Et ça, en fait, ça ne peut arriver que si tu abandonnes tout projet de continuité. Ouais. Mais là, tu m'obliges à devancer des trucs. J'avais des punchlines et tout. C'est plus tard. Est-ce que c'est clair, l'intelligence ? On peut passer en 3 ? Ouais. Ça va ? Donc ça, c'était le deuxième exemple. Donc évidemment, c'est un exemple négatif.
Troisième exemple, c'est mon préféré. Allez, hop, 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 hop. Troisième exemple, c'est l'ironie. De quoi? Donc, alors, Müller, il s'oppose à trois choses. Il y a trois choses qui le sortent complètement par les yeux. C'est donc du coup, on a parlé de l'intelligence. Non, je vais dire autrement. Trois choses qui empêchent l'histoire avec un grand H de rentrer réellement sur un plateau de théâtre. Pour lui, il n'y a qu'une seule manière pour l'histoire de rentrer sur un plateau de théâtre, c'est la tragédie. Donc on va voir. Mais il y a trois choses qui nous empêchent, trois fuites devant la tragédie. La première fuite, c'est l'intelligence. On fuit la tragédie de la grande histoire par l'intelligence. Donc on balise le truc, on maîtrise la compréhension, on fait des petites clés de lecture et on fait un petit détour qui est un faux détour, une sorte de détour sous contrôle. Deuxième posture qui fuit la tragédie de la grande histoire, c'est l'ironie. Alors, l'ironie, là, il faut comprendre, parce que moi, j'aime beaucoup, c'est assez dur et tout. L'ironie, bon, il y a un peu le sens classique qu'on utilise tous les jours, c'est dire ce qu'on ne pense pas. D'accord ? Müller pense davantage à la posture ironique. La posture ironique, c'est une posture de légitime défense, contre généralement quelque chose de plus grand. Donc ça peut être une actualité politique, ça peut être quelque chose qui potentiellement, en fait, ça peut être des reproches, ça peut être quelque chose de plus grand que soi. Et en fait, on va utiliser la posture ironique pour se moquer de soi-même, se moquer de toutes les solutions possibles et envisageables, et fuir l'injonction de cette actualité. Donc c'est une posture de légitime défense. Il en donne une définition qui, je pense, est assez belle. Il dit « L'ironie est une catégorie historique et aussi une catégorie politique. On est ironique envers soi-même. On sait que dans ce mouvement, dans ce processus, on est soi-même voué à disparaître. » Donc là, on retrouve le suicide. La posture ironique est très suicidaire selon Müller. On se moque de soi-même, du nouveau et de l'ancien. L'ironie est une fuite devant les vues ou les conclusions politiques. Alors, pour plus de clarté, j'ai cherché un exemple. J'ai cherché des exemples pendant longtemps, et puis en fait, j'ai fini par trouver l'exemple un peu parfait. J'étais content quand je l'ai trouvé, mais parce que c'est tiré d'un auteur, un dramaturge qui s'appelle Jean-Charles Macérat. Est-ce que vous voyez Jean-Charles Macérat? Pas du tout. Hein. C'est un artiste plasticien qui est aussi vidéaste, mais qui a écrit pas mal de pièces de théâtre pour un metteur en scène qui s'appelle Benoît Lambert. Et notamment, il a fait un cycle avec lui de quasiment 7 pièces qui ont été un peu des grands succès, qui a permis à Lambert d'accéder à la direction du CDN de Dijon, puis de Comédie Saint-Étienne, etc. Bon. Et en fait, on va lire. Est-ce que quelqu'un peut lire cet extrait de We Are l'Europe de Jean-Charles Macérat? Ouais. Donc du coup, ça commence par des sous-titres. We Are l'Europe, c'est une succession de tout un tas de passages, de mini-scénettes, quoi. Essaye de nous faire rire. Hein. Lève-toi un peu. Dis le titre, pardon, excuse-moi, dis le titre. Le mec a quelques problèmes avec son tapis de bain par rapport à cette histoire d'environnement. Bon, moi je dois avouer que j'ai quelques problèmes par rapport à cette histoire d'environnement. Par exemple, quand il faut que je lave le tapis de bain, c'est un vrai problème, presque, parce que bon, pour des raisons d'hygiène, je ne peux pas le laver avec les serviettes, les cycles ou les culottes. Et en même temps, c'est un truc que tu laves à 60 degrés. Enfin, si t'as pas de caoutchouc dedans, mais... Donc dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu laves ton tapis de bain tout seul. Donc c'est vrai que ça fait une machine de 5 kg pour laver un seul truc. Et j'ai le même problème avec les serpillères. Alors, est-ce que vous voyez un peu la posture ironique et comment elle fonctionne? Donc en fait, on est face donc du coup à une actualité qui est assez évidente, qui est celle du réchauffement climatique. Hein, donc du coup cette histoire d'environnement.
la posture, qui est un peu une posture de fuite, est une manière en fait d'avancer des solutions, donc des solutions auxquelles on ne croit pas, hein, des solutions politiques auxquelles on ne croit pas, donc c'est ça le fond de l'ironie, hein, mais pour lesquelles on va avoir énormément de tendresse. Donc on va apprendre un peu à se moquer doucement, parce qu'il faut bien comprendre que le public se reconnaît entièrement là-dedans. Ces espèces de mini-contradictions en fait, du quotidien sur lesquelles on va pouvoir rire avec tendresse et sur lesquelles on est amené aussi à se moquer. Voilà. Donc du coup, en fait, la posture ironique... Non, si, j'avais un autre exemple, mais c'est dans Bref. Mais du coup, ça demandait aussi de poster, mais c'était en gros un peu la même chose. Il faut savoir que la posture ironique est quelque chose pour lequel il faut... Comment dire l'utilité en fait de la posture ironique, là en l'occurrence, c'est de nous permettre de nous donner une place à peu de frais par rapport, de nous déresponsabiliser d'une certaine manière, hein, par rapport à l'histoire avec un grand H. C'est une manière de faire entrer l'histoire avec un grand H, donc avec l'histoire d'environnement là, hein, donc du coup de faire entrer la question donc du coup du réchauffement climatique sur un plateau, mais tout en nous déresponsabilisant. C'est la fuite hein, dont parle Müller. Hein. L'ironie est une fuite devant les vues ou les conclusions politiques, c'est véritablement ça. Parce que personne n'est dupe, en fait. Tout le monde sait que ce n'est pas en ayant ce genre d'élucubration que le réchauffement climatique va être arrêté. Tout le monde le sait. Mais pourtant, tout le monde vit avec ces petites contradictions, etc. Tu as des questions? Tu as une question? Oui, il peut y avoir une posture ironique là-dedans. En fait, la dimension ironique, elle vient du fait que tu vas faire entrer un problème, tu vas incarner une espèce de solution que tu ne vas pas tout à fait défendre, mais pour laquelle tu vas avoir une tendresse. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, c'est une semi-solution. Personne n'y croit à ça, et je pense Macera le premier. Donc en gros, tu te moques un peu de cette position, mais tout en lui donnant une espèce de légitimité à faire face à cette histoire. C'est ça, en fait, qui dérange, à mon avis, Müller. Mais je pense que oui, si ça se trouve, oui, la posture ironique est ultra courante par rapport à la grande histoire. C'est-à-dire qu'il y a un truc où l'histoire arrive, la posture ironique, elle est quasi automatique. Mais même entre nous, en fait, hein, c'est un truc... la posture ironique, c'est... Sauf que sur un plateau de théâtre, pour Müller, c'est suicidaire. C'est-à-dire que ça nous enferme dans une position qui, petit à petit, en fait, va saccager notre imaginaire, empêcher tous les points de fuite, et va nous enfermer dans un jeu de reconnaissance, parce que là, l'enjeu, c'est de se reconnaître là-dedans. C'est un jeu de reconnaissance. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Mais les fuites dont il parle, là, pour moi, il n'y a pas plus clair que la définition que donne Müller. L'ironie est une fuite devant les vues ou les conclusions politiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si ça crée sa tragédie. Ça crée sa tragédie individuelle. C'est-à-dire que ça le condamne lui. Ouais. Oui, je ne sais pas exactement. Oui, je pense qu'il y a moyen de... Ah oui, c'est complaisant. La posture ironique est complaisante. C'est-à-dire que c'est censé nous rendre un peu, créer une complicité. On est censé tous rire de ça, puisqu'en fait, on est d'accord que c'est risible. Après, oui, évidemment, après, ça peut se décliner. Là, l'idée, c'est de prendre, en gros, ces différents motifs, de les sortir, de voir aussi comment moi, je peux vous les montrer de manière assez caricaturale ou très forte. Après, il y a des pièces qui sont évidemment beaucoup plus complexes. Quand tout à l'heure, on va parler de bande, évidemment qu'on ne va pas dire c'est ci ou c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. C'est évidemment qu'après, il y a des pièces qui sont beaucoup plus complexes. Il y a même des pièces qui ont pour objet de condamner la posture ironique, ou même qui l'utilisent pour certains personnages. Donc évidemment, c'est complexe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, là, c'est de voir ce que
le théâtre aussi révèle de certains comportements sociaux. C'est-à-dire que le théâtre ne peut pas tout à fait n'être qu'un jeu de reconnaissance. Ce qui peut exister dans la sociabilité devient du suicide sur le plateau. Et ça, Muller, il est assez radical, mais parce que, en fait, tu n'es pas tout seul, en fait. C'est-à-dire que dans un théâtre, tu vas créer une communauté, et là, en l'occurrence, tu vas créer une communauté par la reconnaissance, et tu vas la traîner vers le bas. Tu vas l'amener, en fait, vers l'incapacité à imaginer des conclusions politiques, vers l'incapacité à utiliser et son intelligence et son imaginaire pour faire face à l'histoire qui vient de rentrer. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il est très dur. Hein. Moi, je ne dis pas, il y a des passages qui m'ont fait rire dans la pièce de Massérat, et je pense que... mais il faut être dur. On passe au grand 4 ? Grand 4. Oui, non, c'est ça. C'est ça, mais oui, non, dans ma tête, c'est le grand 4. Alors, là, c'est la partie aussi que j'aime bien. Ok, il faut quelqu'un pour jouer Muller, là. Et moi, je fais le journaliste. Ouais, tu veux bien ? Non, il faut que je dise un truc avant. Est-ce que tout le monde voit le film La liste de Schindler ? Ouais. Je vais en faire un court résumé, très très vite. C'est un film qui sort en 1993, donc qui est réalisé par Spielberg. C'est l'histoire d'un industriel allemand qui s'appelle Schindler, qui fait partie du parti nazi. Il a sa petite carte. Au début, tout va bien, il fait fortune, il fait copain-copain avec les nazis. Et puis, au bout d'un moment, il voit le massacre du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et se dit, oh là là, c'est trop dur, je ne vais pas pouvoir faire ça. Il va créer une liste de déportés juifs pour Auschwitz qu'il va parvenir à mettre à l'abri de cette déportation et donc du coup de les sauver. Donc c'est une histoire vraie, hein. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé, il y a eu un roman dessus. Et ce film a rencontré, mais ça vous le savez, un énorme succès. C'est le 8e film dans le classement des 100 meilleurs films de toute l'humanité. Donc faut montrer aussi la force de ce film, le succès qu'il a eu et surtout en fait l'unanimité qu'il y a eu par rapport à ce film. Donc voilà, regardons la réaction de Muller par rapport à la liste de Schindler. C'est parti. Alors Godard, bon, c'est Jean-Luc Godard, hein, du coup le réalisateur. Il devait recevoir un prix, le prix des critiques de cinéma de New York, et il a refusé, donnant comme raison notamment qu'il n'avait pas réussi à empêcher la reconstruction d'Auschwitz par Steven Spielberg. C'est pourquoi il ne méritait pas ce prix, je souris, parce qu'il n'avait pas pu l'empêcher. Si un film comme celui de Spielberg sur Auschwitz, La liste de Schindler, est synonyme de lumière, alors les lumières ne sont qu'une consolation ou une falsification, quelque chose de ce genre. Ce film a suscité en Allemagne une grande euphorie. On y conduit les enfants des écoles par classe entière. C'était un bon Allemand. Là, il parle de Schindler. Hein. Sur ce mode, Auschwitz devient supportable. Il y a eu aussi de bons Allemands. Quel ennui. Mais à elle seule, l'idée de reconstruire cela dans un film est obscène. La possibilité du théâtre de remémorer une telle chose ne pourrait être que le silence. Le silence. Il y a eu une fois une tentative, je ne sais plus par qui. Au milieu du texte, les comédiens s'arrêtent, restent immobiles, et pendant 5 ou 10 minutes, il ne se passe rien. Il faudrait réessayer à l'occasion. Que se passe-t-il alors dans la salle ? Le silence a toujours été le fondement du théâtre. Sans le silence, la parole ne se remarque pas. Sans le silence, on n'entend aucun texte. Quand on ne peut pas entendre le silence, on n'entend pas de texte non plus. C'est pourquoi ces concepts ne nous disent pas grand-chose, les lumières ou pas. C'est plus une conjuration des morts qu'une propagation des morts. Alors, c'est compliqué, on va essayer de prendre notre temps, il y a plusieurs choses. La dernière partie de l'entretien va nous intéresser surtout pour la tragédie, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais il y a 2 choses très intéressantes dans cet entretien. La première porte sur la fable de la liste de Schindler.
C'est-à-dire que c'est une fable, bon, on l'a déjà qualifiée, mais bon, à la limite, ça, la fable, bon, c'est une fable réconciliatrice. Et pour lui, évidemment, rendre Auschwitz supportable est politiquement condamnable, de tout point de vue. Donc vous vous souvenez de ce qu'on avait dit des fables réconciliatrices. Bon, du coup, la réception de la fable, à la limite, ça, on le sait. Ce qui va plus nous intéresser, c'est et la position de Godard et ce qu'il dit ensuite sur le fait même de reconstruire Auschwitz. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué, il faut qu'on comprenne. Parce qu'au-delà de la blague, ce que dit Godard est parfaitement sérieux. Donc quand il dit genre, « je refuse mon prix », du coup c'est un prix lambda, mais comme il l'a reçu. Et en fait, il a attendu le moment de la sortie du film de Spielberg pour justement faire un petit coup de polémique pour aller à l'encontre du succès de ce film. Donc il dit complètement parce qu'il n'a pas pu empêcher la reconstruction par Spielberg d'Auschwitz. Donc empêcher la reconstruction. Et ce que dit Müller, c'est le fait même de reconstruire Auschwitz est obscène. Et c'est là où ça devient intéressant et c'est là où on comprend aussi qu'il y a une manière en fait de faire entrer l'histoire sur un plateau de théâtre, mais là c'est aussi du cinéma, qui est plus que condamnable, et pour Godard et pour Müller, qui est profondément mensonger. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est profondément répréhensible à Steven Spielberg, c'est d'avoir fait un geste qu'ils ont qualifié de colonisation, qui est un geste, on va dire, de retour. Donc là, on est dans le présent, on est dans les années 90, et le réalisme, le naturalisme, je ne sais pas si vous avez vu la liste de Schindler, mais c'est la première fois qu'on a mis autant de moyens à reconstituer dans les moindres détails Auschwitz. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est obscène selon eux, c'est de faire croire que le cinéma peut raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge déjà fondamental dans ce que peut faire le théâtre et dans ce que peut faire le cinéma. Ça, c'est impossible, c'est dangereux, et c'est une manière de coloniser notre imaginaire et de s'approprier une partie de la Seconde Guerre mondiale. Dans un autre entretien, Godard avait fait une espèce de frise de la Seconde Guerre mondiale en montrant les propriétés. En gros, il y avait la frise de la Seconde Guerre mondiale avec les différents événements, et il montrait en fait les périodes de différents films qui ont été faits par les États-Unis, mais exactement comme si c'était des parcelles de terrain qui ont été achetées par des majeures américaines. Et les majeures américaines fonctionnent un peu comme ça, c'est-à-dire, tiens, tu vas faire un film sur cette partie-là de la Seconde Guerre mondiale, bah ça appartient à la MGM, telle autre partie, etc. La logique est une logique de colonisation, c'est-à-dire qu'on va aller dans notre passé commun et nous raconter ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Et il faut comprendre que Godard ne s'est pas trompé, et Müller non plus. C'est-à-dire que c'est un film qui a été associé au manuel scolaire pendant très longtemps, associé à l'enseignement de l'histoire et associé à l'enseignement et la manière de raconter la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose que le cinéma ne peut pas faire. Le cinéma ne peut pas se confondre. Ça, c'est impossible. Il ne peut pas se confondre avec l'histoire. Et c'est ça qui est véritablement obscène. C'est que c'est une démarche en fait qui va nous ôter, mais vraiment nous saccager une partie de notre passé. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Ou c'est pas clair? Dites-moi. Tout réalisme va à un moment procéder à ça. C'est-à-dire cette espèce de volonté, plus ou moins cachée, plus ou moins inconsciente, de remplacer une partie de l'histoire par ce qui se passe sur le plateau ou ce qui se passe dans notre fiction. Ce geste-là, il faut comprendre que le geste même pour eux est condamnable. Mais c'est-à-dire que ça peut se retrouver à petite échelle. Et en fait, à partir de là, il va se jouer une incapacité à faire la distinction. Müller, par exemple, il a fait de rares voyages aux États-Unis et il était profondément écœuré de la manière dont les Américains accédaient à l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'en fait, il accédait via des films, mais dans un état de confusion absolument totale. Et je pense que Spielberg, quand on entend les entretiens, parce que du coup je me suis pas mal renseigné sur là-dessus, Spielberg
a vocation de raconter l'histoire. L'utilité de sa fable, c'est raconter cette période-là de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de cet homme. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que le geste même de départ n'est pas possible, et il est mensonger. C'est pour ça qu'il parle des Lumières et qu'il parle de gestes falsificateurs. Parce que, en plus d'être un geste de consolation, de réconciliation du peuple allemand, donc déjà de base, ça ne va pas, en plus de ça, c'est un geste qui ment sur sa propre capacité et qui abuse en quelque sorte de la confiance des gens, qui abuse des enfants allemands. C'est un truc que Müller ne supportait pas. Il avait signé une pétition pour que la liste de Schindler soit sortie de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Mais ce n'est pas pour rien. Il faut vraiment voir qu'il y a des enfants qui, en Allemagne, vont connaître Auschwitz à travers Spielberg. Et alors, peut-être que ça ne choque pas comme ça, mais on voit que cette logique-là, en fait, aboutit et empêche, déjà est mensonger, est dangereux, et puis surtout est vraiment dans une logique de remplacement. C'est-à-dire qu'on va remplacer une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale par un film. Et moi, je me souviens, bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, la liste de Schindler, je l'associais à... Quand moi, je l'avais vu avec ma prof d'histoire. Et c'est con, hein, mais on voyait des images de Spielberg comme si c'était des images d'archives. Et on faisait des allers-retours entre, du coup, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, etc., et le film de Spielberg. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce geste-là. Si ce geste n'était pas dans le film, ça ne serait pas possible à une prof d'histoire d'enseigner la Seconde Guerre mondiale avec le film de Spielberg. Ouais. Non, là c'est vraiment un geste artistique. Hein. Là, c'est le geste du réalisme qu'ils essayent de pourfendre. C'est-à-dire que là, c'est un exemple d'une manière de faire entrer l'histoire dans le cinéma, mais c'est un truc qui arrive beaucoup au théâtre. C'est plus difficile à le faire au théâtre, ce geste-là. Ouais. C'est un film, et il faut, bon, à la limite, on s'en fout de ce que dit Spielberg. Ce film, mais moi, je conseille de le voir. En vrai, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, il est extrêmement immersif. Il est assez vertigineux de moyens. Et surtout, en fait, c'est un film qui va te faire croire, qu'il va te donner l'expérience d'Auschwitz. C'est ça aussi qui va foutre en l'air, qui va gêner profondément Godard. C'est qu'il va te jouer sur l'illusion de « je vais te montrer réellement ce qu'a été Auschwitz ». Et en fait, le truc, c'est que le geste, c'est vraiment le geste du réalisme, mais dans sa dimension la plus extrême que Müller vraiment essaye de pourfendre. C'est-à-dire que le geste même de vouloir faire entrer l'histoire avec un grand H sur nos écrans et dans un plateau de théâtre de manière réaliste est dangereux. C'est quelque chose d'obscène. C'est quelque chose qui est mensonger et c'est quelque chose qui toujours va nous amener en fait à cette confusion qui au final est désastreuse. C'est une confusion qui est désastreuse. Tu vois un peu mieux ou pas? Ouais. Oui. Ouais, c'est le geste, hein, c'est le geste. C'est-à-dire que si tu veux prendre un autre exemple, mais par exemple, il y a, je pense que est-ce que Shoah de Lanzmann c'est quasiment la même époque? Non, c'est un peu plus tôt. C'est les années 90, 80, 70. C'est encore un peu plus tôt. Ah, on montait Lanzmann. Mais voilà, mais par exemple, Lanzmann a un discours qui est complètement différent, qui est le refus des images du massacre et des refus des images d'archives ou même de reconstitution, encore pire, justement de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Mais justement dans un refus de ce geste-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que c'est un geste, c'est le geste artistique. C'est comment tu fais entrer l'histoire dans ton art. Et le geste réaliste, cette volonté de reconstruire, ce geste même naturaliste, hein, cette volonté en fait
de reparcourir et de présenter ça comme si c'était un segment de la Seconde Guerre mondiale, et quelque chose de profondément obscène. Ouais. Ouais. Il y a un court-métrage de René sur les Nuit et brouillard, ouais. oui, Nuit et brouillard, qui lui a des images réalistes, c'est un documentaire, Oui. mais sur, on ne voit pas les exécutants, on ne voit que les cadavres. Je me souviens de souvenirs très anciens du film, on ne voit que des pelleteuses qui mettent. Après, ça, c'est un rapport à l'image qui, à mon avis, est encore différent, parce que c'est un rapport à l'archive directement. C'est-à-dire que c'est un documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le geste de réalisme. C'est-à-dire que eux, en fait, là où ils en veulent à Spielberg, c'est d'avoir reconstruit Auschwitz. Alors que là, pour le coup, René, c'est différent. C'est-à-dire que c'est encore un autre débat de savoir s'ils font, oui ou non, montrer des images d'archives des camps, etc. C'est encore un autre débat. Là, en fait, c'est une autre manière. C'est-à-dire qu'il y aurait une manière de parler, en gros, des camps qui serait celle de Lanzmann, celle du présent, du témoignage, et donc du coup pas d'images d'archives, celle de René qui est l'utilisation d'images d'archives, et celle de Spielberg de on est à Hollywood, on va refaire l'intégralité du camp dans un naturalisme et une précision qui est assez vertigineuse dans ce geste-là. Et c'est ce geste, en fait, c'est vraiment ce geste qui, pour eux, était profondément condamnable. C'est parti, on part dans Müller et la tragédie. Donc là, on a vu 4 exemples. Donc le premier qui était un peu à part, qui était Althusser avec la mise en scène de Strehler, et les 3 moyens de fuir la tragédie, qui, selon Müller, est un peu la seule manière de faire entrer l'histoire sur un plateau de théâtre. On va essayer de comprendre c'est quoi les différents éléments de la tragédie. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la tragédie, il ne faut pas la confondre avec la tristesse ou le pessimisme. C'est-à-dire que la tragédie est un genre qui, dans la tête de Müller, n'est pas du tout sérieux, justement. C'est un genre qui est beaucoup plus proche de Shakespeare. C'est un très très grand lecteur de Shakespeare. Je pense il y a Brecht et il y a Shakespeare dans son travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, voilà, il y a un peu, nous quand on pense à la tragédie, on pense tout de suite le pathos, les émotions, le mélodrame, les meurtres, la tristesse. Non, on garde encore dans l'idée des grandes comédies, ou en tout cas du genre pas sérieux. Alors, par rapport au procès contre l'intelligence, là dont on va reparler, la première conclusion que fait Müller, oui, je ne l'ai pas dit, mais oui, non, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Alors, la première chose par rapport à l'intelligence, là, et pour éviter ça, encore une fois, donc vous appelez ce que j'appelais la parabole sous contrôle, etc., le fait de continuer, la continuité, blabla. La première chose qu'il va faire, c'est avoir une esthétique du fragment. C'est-à-dire qu'il va saboter de l'intérieur la structure même de la fable, de l'histoire, en adoptant un genre fragmentaire assez poussé. Il y en a qui ont lu un peu des pièces de Müller ou pas ? Du coup, en fait, vous vous rendez assez vite compte que c'est très difficile d'imaginer un projet de continuité dans l'histoire. C'est-à-dire que ça s'arrête souvent, et il y a même des moments où tu as l'impression, et c'est vrai, que c'est davantage, lui, il se définissait davantage comme un auteur de silence que d'un auteur de mots. C'est pour dire l'importance qu'il donne à la capacité toujours d'interrompre ces histoires. Il le fait évidemment dans le matériau même, puisque du coup c'est une succession de fragments qui sont très difficiles à comprendre, très difficiles à relier. Et en plus de ça, dans sa manière même de concevoir la manière de raconter une histoire qui était sans cesse sabotée de l'intérieur avec des béances, justement. On va essayer de voir à quoi servent ces béances. On va le faire maintenant. Il y a une citation que je ne voulais pas vous mettre, et puis finalement je vais la mettre. C'est une citation de Godard qui, pour moi, m'aide un peu à comprendre déjà pourquoi ils en veulent autant au réalisme, de une, et de deux, qui permettent de comprendre un peu la notion de tragédie de Müller. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lire Godard ? Allez, c'est parti.
Donc du coup, c'est le petit c, se laisser envahir là. Donc du coup, c'est à part, c'est un papier à part. Parce que j'ai hésité, puis après je voulais pas le remettre, puis finalement je le remets. Alors donc, du coup, c'est un extrait d'un court-métrage, d'un court-métrage qui s'appelle Caméra Eye. Donc, oui, non, si, il faut quand même le dire. On est en 1967. C'est le moment où la guerre du Vietnam arrive comme une actualité plus que brûlante. Et tu as un documentariste très connu, un cinéaste qui s'appelle Chris Marker, et Jacqueline Mépiel, qui demande à tout un tas de cinéastes, du coup là en l'occurrence surtout français, de participer à un film qui s'appelle Loin du Vietnam. On est parti ? Oui, donc pardon, les images, c'est juste Godard en train de filmer majoritairement. Donc en gros, c'est différents plans de lui qui est en train de filmer. Et avec une voix off qui dit ça. Nous faisons du cinéma, je fais du cinéma, et la seule chose que nous pouvons faire, plutôt que d'essayer d'envahir le Vietnam par une générosité qui force forcément les choses, c'est au contraire de laisser le Vietnam nous envahir et se rendre compte quelle place il occupe dans notre vie de tous les jours, partout. Alors, on se rend compte que le Vietnam n'est pas tout seul, et que toute l'Afrique et toute l'Amérique du Sud, et qu'il faut donc, quand Che Guevara dit « créons 1, 2, 3 autres Vietnam », on peut s'appliquer à soi-même. Créer un Vietnam en nous, par exemple, en France, cette année, c'était l'été dernier les grandes grèves qu'il y a eu à la Route Piaceta, à Besançon ou à Saint-Nazaire. Ce sont des choses qui sont profondément liées au Vietnam. Pour un ouvrier de la Route Piaceta, la lutte du Nord-Vietnam, lui, il doit en tirer des leçons quand il lutte avec son syndicat. Il doit forcément en tirer des forces de principe, parce que finalement, s'il trouve que ses cadences sont trop fortes, il ne peut plus ni vivre ni bosser, il ne peut plus, même plus lire, et que finalement il est un sous-homme, un sous-produit, et il se sent exploité. Alors, on a un autre élément de réponse par rapport au geste de Spielberg, qui est absolument l'inverse de celui de Godard et celui de Müller. Spielberg, il y a un drame qui arrive, peu importe où il va aller le chercher, il va le coloniser, il va le reconstituer, il va vous le raconter. Donc lui, il va faire ce que Godard en fait a dit au début. C'est-à-dire la seule chose que, plutôt que d'essayer d'envahir le Vietnam par une générosité qui force forcément les choses, là on peut voir le geste de Spielberg de reconstituer Auschwitz. L'idée, elle, est inverse. C'est de laisser, en l'occurrence cette actualité qui était la guerre du Vietnam à l'époque, arriver jusqu'à nous. Donc, on avait le geste de la fable qui est arrivé. Donc ça, c'est la fable, c'est le geste réaliste, etc. Alors que lui, il demande l'inverse. Il demande l'inverse. C'est-à-dire qu'il va travailler, et pour Müller, c'est quelque chose de très important, il va travailler à sa propre disponibilité, à sa propre porosité par rapport à l'histoire. On a parlé tout à l'heure du genre un peu fragmentaire de l'esthétique de Müller. Une des grandes utilités, quand tu n'as pas de projet de continuité, quand tu as un projet fragmentaire, c'est de pouvoir laisser des portes, et donc du coup laisser des brèches. Il faut absolument laisser des brèches. Il faut laisser des silences, il faut laisser des portes ouvertes, et il faut laisser des choses pour permettre en fait à des choses d'entrer. Ces choses-là viennent de l'histoire avec un grand H. On voit que la posture de la tragédie commence un peu à se définir à partir du moment où on se dit que le Vietnam vient jusqu'à nous, en nous, et nous oblige d'une certaine manière à voir des exploités et des exploitants là où on ne les voyait pas, et nous oblige à faire face aux conclusions politiques de l'histoire avec un grand H. C'est ça, véritablement, la tragédie. C'est ce mouvement-là. Ouais. Au théâtre, c'est un peu différent. Parce qu'au théâtre, Müller il dit, si tu laisses une porte ouverte, l'histoire ne rentre que d'une seule manière, c'est à travers ses morts. Donc, l'idée phare de Müller, c'est de permettre aux morts de revenir. Alors, c'est là où on va commencer un peu à
rentrer dans la partie tragédie. Au théâtre, l'histoire ne peut arriver sur le plateau qu'à travers ses morts. Les morts ne peuvent arriver que s'il n'y a pas de projet de continuité. Les morts arrivent forcément dans une discontinuité. Ils viennent forcément interrompre quelque chose. Ils viennent forcément avec une insatisfaction. Alors, ça, c'est un impératif. Il y a une manière d'accepter que les morts viennent sur un plateau de théâtre qui est celle du paysage. Il y a une phrase très belle qui dit « Un jour, on meurt et on devient paysage, la limite, c'est le paysage ». Un paysage, pour un mort, il avait très très peur de ça, hein, Müller, c'est quand on le transforme, on en fait une identité figée, une identité fixe, on le muséifie. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va stabiliser son identité, on va la tamponner et on va permettre à des gens on en fait une statue de cire, si vous voulez. Il y a des pièces de théâtre qui font ça à des morts, qui les invitent pour justement les stabiliser, qui invitent justement pour figer leur identité en quelque sorte. Pour Müller, ce geste-là est un geste de paysage. C'est-à-dire qu'on en fait quelque chose de rassurant pour tout le monde, parce que du coup, on va contempler le même horizon. Ouais. En réalité, il dit, les morts, il faut les inviter pour une chose, et une chose seulement, qu'ils restituent la part d'avenir qui a été enterrée avec eux. Alors, c'est là où il faut vraiment comprendre le truc. En réalité, c'est assez simple, hein, mais c'est une des plus belles citations, je trouve, de Müller. Donc, c'est celle qui est dans Petit B, le risque du paysage. Là, c'est la citation qui dit « Au théâtre, l'histoire ne peut se représenter que comme coïncidence du passé, du présent et de l'avenir. C'est ainsi qu'elle peut être embrassée du regard. Le dialogue avec les morts n'a pas le droit de se rompre tant qu'il ne restitue pas la part d'avenir qui a été enterrée avec eux. » En réalité, ce qui va faire que les morts amènent véritablement la tragédie, c'est qu'ils amènent avec eux leur insatisfaction. La part d'avenir qui a été enterrée avec eux, c'est ce qui, évidemment, de leur vivant, ils n'ont pas réussi à faire. Un mort ne peut être rappelé que s'il est ramené pour son insatisfaction. S'il est ramené en héros, c'est-à-dire qu'on le présente comme quelqu'un ayant réussi quelque chose, forcément, tac, on en fait un paysage, on en fait un musée, il n'y a plus rien passé. Mais si tu l'amènes et que tu l'amènes pour son insatisfaction, là, il va être animé par ce que Müller appelle un désir un peu de catastrophe naturelle, parce que j'aime beaucoup cette idée, mais parce que en fait, c'est nécessairement une personne qui va nous obliger à regarder l'histoire comme quelque chose d'insatisfaisant. Et ça, c'est une idée qui est très belle. C'est qu'en gros, on va regarder comme insatisfaisant notre présent, on va regarder comme insatisfaisant le passé, et on va regarder comme insatisfaisant l'avenir. Et en gros, l'utilité de faire entrer l'histoire sur un plateau de théâtre, c'est ce goût pour l'insatisfaction. C'est que même les morts arrivent en étant insatisfaits. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez beau. C'est-à-dire l'idée de restituer la part d'avenir qui a été enterrée avec eux. Avec eux, il y avait un futur possible qui a été enterré. Donc, du coup, tu ne viens pas pour ce qu'ils ont fait, tu les amènes pas sur un plateau pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont dit, pour ce qu'ils ont réussi à faire, mais plutôt pour ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, pour ce qu'ils n'ont pas pu réussir à faire. Et c'est ça qui va, d'une certaine manière, foutre le bordel. Et c'est ça, véritablement, la puissance tragique. C'est l'arrivée du père d'Hamlet. Donc il prend énormément d'exemples dans Shakespeare. Mais Shakespeare, si on reprend une partie, bon là on n'a pas le temps, je n'ai pas d'exemple, mais un jour on fera ça. Dans Shakespeare, les morts sont toujours insatisfaits. Et c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent parce qu'ils sont insatisfaits. Et parce qu'avec eux a été enterrée une part d'avenir qui, seule sur le théâtre, peut encore résonner, foutre le bordel et obliger
au moins les vivants à se positionner. Et ça, c'est quelque chose de très fort, quoi. C'est quelque chose de pas, moi en tout cas, que j'aime beaucoup. Petite citation, au théâtre, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. C'est un autre temps, une autre unité de temps. Et ce qui se passe sur la scène, quand c'est bon, se passe toujours dans le contexte de choses qui se sont déjà passées et qui ont déjà été faites. Et on n'en a jamais fini. On arrive à une limite, à un point à partir duquel, quand on a de la chance et quand ça va bien, on poursuit cette question en pensée lorsque ce qu'on en a vu ne nous satisfait plus. En fait, il y va de la production d'un sentiment d'insatisfaction, d'insuffisance. Vous voyez bien que c'est un projet d'utilité de la femme qui est tout contraire au projet de continuité. C'est-à-dire de vouloir générer dans le public l'insatisfaction, c'est quelque chose quand même de... C'est un autre projet, quoi. Ça va ? Ouais ? Vous voyez qu'il y a des liens qui commencent un peu à se faire avec Band, quand on va parler évidemment de Godard et de la manière dont Godard, savoir si c'est un musée ou un mort insatisfait. On va essayer de débattre de ça, j'espère. On se rapproche de la pause, inévitablement. J'ai une petite conclusion que j'aime beaucoup. Müller, il adorait les magasins de management. Il faut savoir qu'en RDA, ce n'était pas un truc très courant. Et du coup, il était très friand à chaque fois qu'il savait qu'il y avait un ami qui allait aux États-Unis ou en France, de lui ramener le maximum d'essais de management, de comment monter sa start-up, etc. Et il les lisait le soir. Et dans un des manuels, il y a une anecdote qui est une expérience scientifique qui a été faite aux États-Unis, qui est l'anecdote de la grenouille bouillie. En fait, l'expérience scientifique, qui est une vraie expérience scientifique, d'après Müller, mais bon, je ne sais pas, c'est de vouloir ébouillanter une grenouille. Donc, tu prends la grenouille, tu fais chauffer de l'eau est bouillante, tu essayes de mettre la grenouille dans l'eau bouillante. Si tu fais ça, la grenouille va avoir un réflexe assez naturel de sauter hors de la casserole. Ouais. Si tu te renseignes sur la grenouille et tu essayes de savoir quelle est la température idéale pour la grenouille, la température où vraiment elle est le mieux au monde, tu as cette température en tête, tu fais en sorte que l'eau de ta casserole ait cette température. Tu mets la grenouille dedans et tu montes petit à petit la température. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la grenouille va se laisser mourir tout en étant heureuse, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, alors, c'est juste après qu'il dit ça, hein, le fait de continuer, la continuité engendre la destruction. Voilà, c'est une petite parabole ouverte de réflexion sur la société. Ça a été pris, du coup, dans un manuel de management des années 80. Donc, il faut, voilà, un management un peu américain. Moi, ce qui m'intéresse dans ce truc de la grenouille bouillie, bon, non, mais on n'a pas le temps. Mais non, mais déjà, en fait, il y a un truc par rapport à cette phrase. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le journaliste qui lui dit « Mais expliquez-vous, c'est quoi le fait de continuité ?» La continuité, il dit « Je vais vous raconter une histoire. » C'est celle de la grenouille bouillie. Et il dit ça en rigolant. Et du coup, il y a un truc où... je sais pas, moi, il y a un truc où tu dis que si tu essayes de rapporter ça au théâtre, parce que le lien avec le théâtre pour Müller est évident, donc du coup, moi, il faut essayer de se dire c'est quoi le lien avec le théâtre. Je vois à peu près tout ce qu'on a dit là sur Müller, le projet de continuité, etc. Il y a un lien, moi, qui me paraît important, il est très sensible aux mensonges. Il est très sensible aux mensonges, surtout sur ce que la fable peut faire et sur ce qu'une femme ne peut pas faire. Il ne supporte pas qu'on mente sur les pouvoirs du théâtre. D'accord ? C'est-à-dire que le théâtre, par exemple, puisse coloniser l'histoire. Ouais. D'une certaine manière, si tu présentes à la grenouille un chaudron d'eau bouillante, t'as beau la foutre dedans, elle voit très bien ce que tu veux faire. Et c'est pour ça qu'elle part. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de mensonge. C'est assez sincère en fait comme geste de foutre une grenouille dans de l'eau bouillante. Parce qu'en réalité, tu lui fais comprendre que tu vas l'ébouillanter. C'est aussi simple que ça. Mais l'autre projet, qui est aussi un autre projet de fable, d'une certaine manière, le projet de lui faire croire qu'on va la garder en vie, qu'on va même lui donner le cadre de vie vraiment le plus parfait
qui est celui en fait de sa température habituelle d'eau. Tout en ayant en tête un projet qui est tout autre, qui est de l'amener en réalité au suicide, c'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve dans tout ce qu'il a dit. Sa peur du suicide, c'est aussi sa peur qu'on lui mente sur la finalité réelle de, en l'occurrence, lui il pense à la société capitaliste, mais aussi à certaines fables. C'est-à-dire qu'il y a des fables qui nous mentent sur la finalité dernière. C'était un brechtien, hein. Et lui, il ne supporte pas qu'on mente sur la finalité. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas qu'il y ait des projets cachés. Parce que pour lui, justement, il a peur de la grenouille, il a peur de finir en grenouille, quoi. En mode, ça va, c'est super bien, on rigole, et puis tu finis ébouillanté. Ébouillanté en rigolant. Et en étant heureux, c'est ça le pire. Lui, je pense qu'il est pour l'eau bouillante, celui qui est pour l'eau bouillante. Non, mais après, c'est ma manière à moi d'interpréter ça. Il est un peu énigmatique. Ouais, elle se positionne, quoi. Elle se positionne, elle s'échappe, elle bouge. Et je pense que c'est un projet de discontinuité, tu vois. Tu présentes un projet à quelqu'un, il n'en veut pas, il se casse. Bon, bah voilà, hein. C'est la vie. Mais non, mais par contre, c'est honnête en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il disait, c'est, moi, je pense que ce qu'il pense et ce qu'il a en tête, c'est qu'au moins le geste est honnête, quoi. Tu veux ébouillanter une grenouille, tu la plonges dans l'eau bouillante. Point barre, c'est honnête. Tu lui fais comprendre qu'elle va mourir si elle reste. C'est honnête. Si elle a envie de mourir, elle reste. Si elle n'a pas envie de mourir, elle saute. Là où ça devient beaucoup plus fourbe, et je pense que ce qu'il a en tête, hein, c'est la fourberie, le mensonge, et le mensonge sur, encore une fois, le projet, quoi, qu'on te propose. Non, elle permet la ruse, jamais le mensonge. La fable, elle peut être rusée, mais jamais mensongère. Ça, je pense que c'est un peu le truc, mais sur lequel peut-être qu'il fallait peut-être plus insister sur Brecht. Parce que Brecht, il faisait une distinction énorme entre la ruse et le mensonge. Tu peux ruser avec tout le monde, tu peux ruser avec des enfants, mais pas lui mentir sur ce que tu veux faire. Donc en gros, c'est-à-dire que c'est un peu comme du consentement. C'est comme si tu demandais à la grenouille, t'es d'accord là-dessus, tu veux vraiment bouillanter? Bon, ok, mais tu redemandes. Quand il fait une fable, un détour, il te rappelle à chaque fois. Mais tu sais, ça, je le fais pour ça, hein. On est bien d'accord. Ok. Là, je le fais pour ça, hein, t'es sûr? Ok, on continue. Et il le fait régulièrement. Donc du coup, en fait, c'est une manière de se dire, bon, on est d'accord qu'on va on est d'accord que, bon, voilà, on va faire le détour ensemble, quoi. On accepte la ruse, parce que la ruse, elle est, voilà. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. En gros, par exemple, admettons, l'eau bouillante, c'est un spectacle. En fait, c'est un spectacle hyper... ça fait que crier les premières minutes, c'est hyper violent. Ouais. Ça jette du sang, tout le monde est à poil. Et du coup, il y a des gens qui disent, ok, c'est quoi ça? Je m'en vais. C'est pas pour moi. Et un autre spectacle où en fait, ça va être le même propos, mais pris par en dessous. Et du coup, les gens, ils vont rester et dire, ah ouais, ok. Et puis, ça aura la même vocation, le même propos, mais du coup, ce sera pas du tout le même théâtre. Et dans un sens, la majorité va plus rester pour le théâtre où ce sera pris par en dessous, alors que c'est le même propos qui est défendu, et à la fin, il se posera des questions, alors que s'il avait vu directement, il se prend énormément de trucs. Oui, ouais. Et il part. Et donc en fait, c'est une manière intelligente d'amener le spectateur à... Oui, mais on est contre l'intelligence. Ça veut dire que la métaphore n'est pas plus intelligente que l'auteur, finalement. On ne peut pas avoir ça. On peut pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, mais c'est dangereux. Non, mais c'est vrai, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un truc où... il y a un petit peu le côté... c'est vrai que moi, je suis un peu d'accord, c'est-à-dire que c'est difficile. En fait, à mon avis, vraiment, ce qu'il a en tête sur le truc de on va rire ensemble, je vais te donner les meilleures conditions de réception, la fable que tu attends, la température de l'eau que tu attends, c'est la fable que tu attends. Si on fait le parallèle comme ça. C'est-à-dire que genre, je vais me renseigner, je vais essayer de voir ce qui marche le mieux. Donc toi, public, je vais te mettre bien. D'accord? Ça, c'est censé marcher le mieux.
Et en fait, je pense que ce qu'il lui il a en tête, c'est qu'en fait, cette démarche-là aboutit à la destruction. Mais lui, je pense qu'il voit ça d'une manière... C'est pour ça qu'il est autant fasciné, autant peur du suicide. Mais lui, il pense le suicide comme un truc qui appauvrit l'humanité sur des décennies. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que cette esthétique-là, si elle ne fait qu'exister, va amener toute une communauté en fait à sombrer. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Et du coup, j'ai l'impression que sa temporalité, elle est quand même plus large. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que en fait, la méthode de la grenouille bouillie, là, l'astuce de la grenouille bouillie, c'est une manière aussi d'attaquer les autres fables et les autres spectacles, les autres films qui jouent cette langue-là, qui jouent de la démarche de « je vais chercher ce qui marche, je vais chercher à t'amener à rire de toi, à rire de ton truc, mais lentement, je t'amène au suicide. » Mais sans que ça soit conscient ou pas. C'est juste qu'en gros, j'ai l'impression qu'il est il est très procédurier, d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu vois, mais il s'intéresse aux démarches, quoi, et aux procédures. C'est-à-dire que tout le reste, c'est du flanc. Si ta démarche, elle est sincère et que tout le monde le sait, il n'y aura pas de souci. Tu veux faire quoi que ce soit après, il n'y a pas de souci. On saura. Mais Spielberg, par exemple, il est mensonger. Spielberg, c'est un peu la grenouille bouillie. Qu'attend le peuple allemand ? Qu'on lui prouve, qu'on lui montre par A plus B qu'il y a eu aussi de bons Allemands. Voilà. Et puis, voilà, après, tu... Mais je pense que le mensonge n'a rien à voir avec la question de la morale ou pas. Je pense que la mensonge, elle est plus sur ton rapport par rapport à ce que le théâtre ou le cinéma peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je pense que c'est plus là. Donc c'est pas tellement moral en soi. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il s'en fout un peu que l'histoire de la liste de Chandler. Lui, ce qu'il veut pas, c'est qu'on reconstruise Auschwitz. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça que la distinction entre les deux est importante.